très bien. Oui. Donc, en raison donc de différences liées au mode de scrutin, au système de partis et aussi à la dimension présidentielle qui est inexistante côté britannique, alors que chez nous, elle est très présente. Jusqu'où peut aller cette comparaison? Alors donc pour commencer cette table ronde, donc c'est Damien Boll qui se prête à l'exercice de nous proposer une analyse suite à laquelle je vous demanderai à l'un et à l'autre de réagir et puis bien sûr nous entamerons une discussion plus générale et avec les commentaires, les observations mais aussi les questions de la salle. Voilà, donc Damien, c'est à toi. Merci, alors j'ai une série de micros, je ne sais pas si je peux le dire. On a tellement de micros. Alors voilà. Je vais mettre les résultats. J'ai préparé juste une slide de résultats pour qu'on ait ça bien en tête, en tout cas visuellement. Voilà. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Merci à Anne Muxel pour son invitation. Je suis très honoré et heureux de participer à ce panel de haut vol. Et en plus sur un sujet qui m'est très cher, la politique britannique. Donc sans attendre, je vais lancer les hostilités et je vais vous proposer une analyse, donc, comme disait Anne, un peu en jeu de miroir entre les élections générales au Royaume-Uni, donc qui ont eu lieu en juillet dernier, et les élections législatives en France qui ont eu lieu au même moment. Bien, le but de cette comparaison, c'est bien d'apporter un éclairage unique sur chacun des deux scrutins et aussi de discuter ensemble des possibles, du futur finalement de la politique dans ces deux pays. Je vais commencer mon intervention en rappelant simplement, mais Anne l'a déjà fait, mais je pense qu'on va juste revenir un peu plus en détail, disons, sur les résultats des deux scrutins de 2024. Et ça, je pense, c'est important pour juste poser les bases de la discussion de ce soir. Ensuite, je reviendrai sur les trajectoires récentes des deux systèmes politiques et partisans, donc au Royaume-Uni et en France, et en essayant de mettre en lumière évidemment leurs similarités, parce qu'en fait ce sont deux systèmes politiques très, très similaires à bien des égards, mais aussi en pointant du doigt les divergences, et notamment, vous verrez, les points de divergence récents entre les deux systèmes politiques. Et enfin, j'essaierai d'apporter un peu une explication, un point d'analyse, si vous voulez, pour expliquer de manière un peu scientifique, on va dire, ces points de divergence. Donc commençons par les résultats. Donc vous voyez derrière moi les résultats à la fois en France et au Royaume-Uni, donc à gauche au Royaume-Uni, à droite en France. Donc en bleu, ce sont les voix, le pourcentage de voix obtenues au premier tour en France et au tour unique en Royaume-Uni. Et en orange, ce sont les sièges. Alors, ce qui apparaît évidemment très clairement, Yann l'a déjà bien mentionné, c'est évidemment le grand gagnant des élections de 2024 au Royaume-Uni, c'est bien sûr le Labour. C'est une victoire très importante pour les Labour, puisqu'ils ils ont passé 14 ans sur les bancs de l'opposition et ils ont connu 4 défaites électorales en 2010, en 2015, 2017 et 2019. Donc finalement, 2024, c'est l'année où Keir Starmer a réussi donc le leader du Labour a réussi à battre le parti conservateur mené par Rishi Sunak, qui était donc le Premier ministre déchu. Donc ça, c'est bien sûr le premier je dirais, résultat des élections au Royaume-Uni. Et évidemment, comme vous le voyez sur le graphique, la situation est très différente en France, puisqu'on n'a pas de majorité absolue, en tout cas. On a un système, une distribution des sièges au Parlement qui est très éclatée, fragmentée, avec autour de 3 blocs. Bon, je ne vais pas y revenir, je pense que la salle est très au courant de ce fait, mais bon, on a bien sûr le centre porté par Emmanuel Macron, l'alliance de gauche du NFP et l'extrême droite qui se partagent à eux trois déjà une bonne partie des sièges. Mais donc pas de majorité absolue, ce qui crée effectivement toute l'instabilité qu'on connaît. Pourtant, quand on regarde plus précisément les voix, le pourcentage de voix obtenues par les différents partis au Royaume-Uni et en France, finalement on trouve qu'il y a quand même plusieurs similarités. Si on prend le résultat de la gauche, commençons par là. En Angleterre, au Royaume-Uni, elle fait 30%, un peu plus. Et pareil au premier tour des législatives en France. Donc finalement, on n'a pas une grande différence à cet égard.
Pareil pour le parti du gouvernement. On regarde le bloc de centristes en France, on est autour de 20% au premier tour. On est aussi autour de 20% pour le parti conservateur au Royaume-Uni. Donc finalement, là, on trouve des similarités très prononcées. Mais par contre, c'est quand on s'intéresse aux sièges que là, ça commence à devenir très différent. On regarde les sièges, donc c'est la barre orange sur le graphique. Donc là où le Labour a réussi à obtenir une grande majorité très confortable au Parlement britannique avec 60% des sièges, avec seulement 30% des voix, on se rend compte que la situation est très différente au Royaume-Uni par rapport à la France. Donc en France, le NFP a fait 30% des sièges qui correspond plus ou moins aux 30% des voix. Alors on pourrait penser que c'est un peu particulier, un peu bizarre de certaine façon d'avoir une si grand décalage au Royaume-Uni entre le nombre de voix et le nombre de sièges. Ça l'est pas tant finalement, quand on connaît un peu la façon dont les modes de scrutin majoritaire fonctionnent. C'est effectivement un grand écart. C'est rare d'avoir un si grand écart, mais néanmoins, ça arrive quand même assez souvent que les grands partis sont favorisés par le système électoral. J'y reviendrai. Mais donc, ce n'est pas non plus une si grande surprise. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Labour était très efficace dans sa stratégie de maximisation des sièges. Donc, il a réussi, et ce n'est pas non plus une grande surprise, le Labour a toujours été très professionnel dans ce type d'approche, avec une machine bien huilée, notamment qui repose sur des données très précises, sur tous leurs supporters, la distribution géographique de leurs supporters. Donc, ils arrivent à mettre l'effort de mobilisation au bon endroit, si vous voulez, pour maximiser le nombre de sièges obtenus. Mais enfin, c'est particulièrement parlant, cet écart de l'efficacité avec laquelle le Labour a mené cette campagne. À côté de ça, le NFP, je ne pense pas qu'ils ont démérité, dans le sens où ils n'ont pas eu beaucoup de temps non plus. Il y a une élection anticipée, il y a eu... Ils ont déjà dû se mettre d'accord, se coordonner autour de l'alliance, trouver quel candidat allait participer dans quelle circonscription. Donc c'était pas évident, mais on voit que le Labour était beaucoup plus efficace que le NFP à ce niveau-là. Ça, c'est la première différence, donc l'écart voix-siège pour la gauche. Le deuxième, c'est bien sûr c'est bien sûr l'extrême droite. Donc là, on a aussi des situations très différentes au Royaume-Uni et en France, puisque là où l'extrême droite... Super. Là où l'extrême droite il a fait un score tout à fait élevé en France, que ce soit en siège ou en voix, l'extrême droite au Royaume-Uni, qui est représenté par le Reform UK, toujours le parti de Nigel Farage, qui est toujours le leader de ce parti-là, qui a changé de nom plusieurs fois, mais enfin, qui est finalement représente l'extrême droite, donc arrivé à 15% avec seulement une poignée de sièges. Donc là, on voit vraiment la différence entre la France, avec une extrême droite très forte en France et une extrême droite beaucoup plus limitée au Royaume-Uni. Et ce qui veut dire aussi que la fragmentation ce qui contribue bien sûr à la fragmentation du Parlement en France, puisque si on prend un indice que les politistes connaissent bien, qui est les nombres effectifs de partis, donc qui est un comptage du nombre de partis pondérés par leur siège au Parlement, on voit que ce nombre effectif de partis est de 2,5 en Royaume-Uni et il est de 3,5 en France. Donc on a un Parlement bien plus fragmenté en France, avec toutes les conséquences qu'on connaît, donc instabilité gouvernementale. Je ne vais pas revenir sur les dernières péripéties autour de la formation du gouvernement, mais enfin, clairement, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est dit. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir aux trajectoires récentes du Royaume-Uni et de la France. Donc, comment on est arrivé à cette situation? Et donc, c'est intéressant parce que, à bien des égards, donc, le Royaume-Uni et la France ont deux systèmes politiques, deux systèmes partisans très similaires, en tout cas pendant toute une longue période de l'après-guerre. Donc, on est dans des systèmes majoritaires, donc uninominal, des modes de scrutin uninominaux, ce qui est très rare en Europe. D'ailleurs, ce sont les deux seuls pays européens qui utilisent ces modes de scrutin pour élire leur parlement national. Et donc, avec toutes les conséquences que ça a, et on le sait, donc, au moins depuis le livre de Maurice Duverger sur les partis politiques, on sait que ce type de mode de scrutin favorise les grands partis, donc leur donne en fait un nombre de sièges au Parlement qui est plus élevé, proportionnellement parlant, à leur nombre de voix, et donc ça favorise l'émergence de majorités parlementaires. Ça, donc, ça
souvent d'ailleurs autour, donc tu as créé aussi un système bipartisan structuré autour du clivage gauche-droite. Et donc que ce soit la France ou le Royaume-Uni ont pendant très longtemps été de parfaits élèves à cet égard. Donc ils ont connu des gouvernements majoritaires forts, alternant centre-gauche, centre-droit, et c'est donc de manière tout à fait qui s'applique très bien à la théorie en tout cas. Et même si effectivement le deux tours en France crée un peu de bruit à ce niveau-là, puisque ça donne quand même plus de voix aux petits partis, ça reste un système majoritaire qui donne un gros avantage aux grands partis. Néanmoins, ça c'était jusqu'à récemment, puisque depuis quelques années, on a vu effectivement cet tas de faits complètement se modifier complètement, mais surtout en France, puisque finalement le Royaume-Uni reste vraiment dans cette trajectoire de système majoritaire avec deux partis principaux qui alternent au gouvernement, alors qu'en France, bon, là, force est de constater qu'on n'est plus dans ce schéma-là. On n'est plus dans ce schéma-là. Pardon, je me perds. Bon, bien sûr, la première raison, j'en ai parlé déjà, c'est la montée du Rassemblement national, du Front national, depuis déjà quelques années en France. Et je pense qu'à cet égard, c'est intéressant de comparer les scores du Rassemblement national et du parti d'extrême droite, donc Reform UK, qui avant s'appelait UKIP, United Kingdom Independence Party. Et donc il y a 10 ans, environ 10 ans, donc en 2015 au Royaume-Uni, le parti faisait 15% des voix. Ce qui correspond en fait assez bien au score qu'a fait l'extrême droite en France en 2017. On était quasiment dans ces eaux-là. Mais donc là où l'extrême droite n'a pas pu vraiment monter au Royaume-Uni, on a une explosion du score de l'extrême droite en France qui a doublé son score par rapport à 2017. Ça, c'est vraiment on voit on part d'une trajectoire commune et qu'on a un point de divergence à un moment donné. Le deuxième, je dirais, point de divergence, c'est bien sûr la création d'un parti de centre porté par Emmanuel Macron en 2017, qui est parti de rien, d'une certaine façon, créer un parti autour de lui-même, La République En Marche. Et ça semble complètement impossible, en tout cas impensable au niveau du Royaume-Uni, où les partis sont beaucoup plus stables dans le temps. Et donc ça semble, il y a bien sûr un parti de centre aussi, les Lib Dems, mais c'est quand même, n'ont jamais réussi vraiment à percer. Ils ont bien été au pouvoir de manière anecdotique en 2010 avec David Cameron, mais en coalition, mais ils n'ont jamais pu percer vraiment sur l'échiquier politique, contrairement donc au parti d'Emmanuel Macron qui gouverne le pays depuis déjà presque, pas 10 ans encore, mais enfin, vous voyez. Donc voilà, donc là, on a les deux points de divergence. Maintenant, je vais passer à la partie un peu analytique de mon intervention, où je vais essayer de revenir sur donner en tout cas des éléments d'explication qui pourraient justement faire sens, en tout cas donner du sens à ces deux points de divergence. Le premier, bien évidemment, et Anne en a parlé déjà un petit peu, mais je pense évidemment, on ne peut pas faire l'économie de cet argument, c'est le fait que le régime présidentiel est bien sûr différent. Donc on est dans un système parlementaire au Royaume-Uni et un système présidentiel en France, et ça a un effet effectivement sur toute une série de dynamiques partisanes, et notamment, si je reviens sur l'émergence du parti d'Emmanuel Macron, une des raisons pour laquelle ça semble impensable au Royaume-Uni, c'est que le système est vraiment basé sur des partis, et bien qu'il est de plus en plus personnifié aussi, donc se personnalise, on met de plus en plus l'accent sur les individus politiques, les politiciens, plutôt que sur les partis. C'est quand même une évolution qui est relativement lente si on le compare à la France, où on trouve maintenant on pourrait parler d'hyper-personnification du politique en France. Et évidemment, les élections présidentielles contribuent à cet état de fait, puisqu'on est vraiment dans une élection qui, par nature, se focalise sur les individus politiques plutôt que les partis. Donc ça, c'est une première piste d'explication de cette différence France-Royaume-Uni. La deuxième, et je pense que c'est peut-être la plus importante, mais on ne peut pas analyser la politique britannique sans parler du Brexit, évidemment. Donc pour rappel, brièvement, évidemment, le référendum sur la participation à l'Union européenne du Royaume-Uni a eu lieu en 2016. Donc le contexte, donc le référendum a été lancé par le gouvernement conservateur de David Cameron, qui était lui-même un fervent défenseur du Remain.
La raison de ce référendum, c'est qu'il voulait apaiser des tensions en interne à l'intérieur du Parti conservateur où il y avait une minorité qui était pro-Brexit, pro-Leave. Mais il pensait évidemment que jamais ça ne passerait. Il pensait que le Remain allait gagner. Et d'ailleurs, tous les sondages de l'époque donnaient le Remain gagnant. Et là, évidemment, grosse surprise. Le Leave passe le référendum, mais s'ensuit un chaos sans précédent pour le pays, puisqu'il y a eu des longues négociations pour savoir quelles seraient exactement les modalités de départ de l'Union européenne. Est-ce que c'est un hard Brexit, soft Brexit ou pas de Brexit, je ne sais pas. En tout cas, on en a beaucoup parlé. C'était une longue période d'incertitude pour le Royaume-Uni. Et ça a eu un effet quand même très important sur le système politique britannique, puisque le Parti conservateur, il y a eu un changement de force, je dirais, de faction à l'intérieur du Parti conservateur, puisque le groupe pro-Brexit, pro-Leave, s'est en fait vu donner les commandes du parti, puisque le Leave était passé au référendum, ce qui a eu pour effet aussi un déplacement idéologique, si vous voulez, du Parti conservateur qui s'est radicalisé à droite de ce fait de ce changement de faction. Et notamment, ils ont durci leur ligne sur l'immigration, notamment en mettant en place des politiques d'expulsion de migrants illégaux. Bon, il y avait toute l'histoire de l'affaire des expulsions vers le Rwanda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais donc il y avait tout un plan pour expulser systématiquement tous les migrants vers le Rwanda, peu importe d'où ils provenaient. Il y avait un accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour ce faire. Bon, ça n'a pas bien marché, mais enfin, ça a fait un gros effet d'annonce à ce niveau-là du Parti conservateur, qui a vraiment donc durci le ton, disons, sur l'immigration. Ils ont aussi durci les conditions d'accès au visa pour les étudiants, ce qui est très important au Royaume-Uni, puisque la plus grande partie pas la plus grande, une grande partie de la migration vers le Royaume-Uni se fait via un permis d'études d'abord, et puis un permis de travail. Et donc ils ont durci vraiment aussi les conditions d'obtention de ce visa étudiant, ce qui a eu tout un effet négatif sur le secteur des universités par ailleurs. Mais donc, de nouveau, ils ont bien durci le ton sur l'immigration. Et puis, ça a même été cherché plus loin, puisqu'ils ont aussi lancé des stratégies qu'on pourrait dire un peu de anti-woke, d'une certaine façon. C'est comme ça qu'ils le qualifiaient d'ailleurs eux-mêmes, puisque, par exemple, ils ont pris des positions, le Parti conservateur, donc, contre les efforts contre le réchauffement climatique. Donc il y avait toute une discussion autour, par exemple, des zones à basse émission qui étaient très populaires autour de Londres notamment. Et donc le Parti conservateur a pris des positions contre ces zones de faible émission. En disant, donc en reprenant le vocabulaire, si vous voulez, de l'extrême droite, en disant, il ne faut pas qu'on impose aux gens de vivre comme ils l'entendent. S'ils veulent prendre leur voiture, s'ils veulent rouler vite, ils doivent pouvoir le faire. Donc ils ont repris véritablement la grammaire, si vous voulez, de l'extrême droite. D'une certaine façon, en ce faisant, ils ont aussi coupé l'herbe sous le pied de l'extrême droite, puisque d'un coup, ils étaient devenus, si vous voulez, les défenseurs de cet électorat d'extrême droite. Et donc, si je reviens à la comparaison avec la France, là où les LR sont restés relativement modérés, en tout cas pour la faction dominante du parti, sur ces questions, disons, de nouveaux enjeux socioculturels, les conservateurs britanniques ne l'ont pas du tout été modérés. Donc ils ont été très vocaux à ce niveau-là. Et donc d'une certaine façon, on peut se dire que le RN a pris la place, si vous voulez, qu'on lui a permis de prendre, puisque aucun parti ne s'est positionné sur ces enjeux, très nettement sur ces enjeux en tout cas en France. Donc voilà, en conclusion, si la France et le Royaume-Uni partagent des points communs en termes de systèmes électoraux et de structure politique, il y a quand même de nombreuses divergences. Et donc ces divergences s'expliquent autant par les institutions que par des événements politiques majeurs, comme le Brexit par exemple. Et les élections de 2024 nous rappellent combien l'institution électorale influence non seulement les résultats, mais aussi les trajectoires politiques des pays. Merci beaucoup. Merci Damien pour ce tour d'horizon sur similarités et différences entre nos deux pays. Alors je vais peut-être passer la parole à vous-même, Denis McShane, peut-être pour commenter cette différence importante qui est qu'au fond, si j'entends bien tout ce que Damien a dit, il n'y aurait pas de tripartition de l'espace politique britannique,
telle que nous la connaissons, oui, telle que nous la connaissons en France, en fait, puisque nous, quand même, c'est une réalité très importante qui structure beaucoup de choses de notre vie politique et des rapports de force et des stratégies électorales aussi, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus, mais bien évidemment sur l'ensemble du propos de Damien. Oui, merci. Ça marche, qui est l'expert sur les micros. Bon, j'ai écrit 7 petits livres. J'ai écrit pas mal des livres. Première biographie de François Mitterrand en 1982, qui a été lancée par mon éditeur avec l'aide de Michael Foot, qui à l'époque était le chef du Parti travailliste. Un homme de gauche, mais commençons avec, c'était libéral au commencement. C'est un grand écrivain, un homme de poésie, de la littérature. Et il était assez âgé à l'époque. On avait l'habitude d'avoir des leaders de gauche. Ils ne sont pas chaises roulantes, mais ils ne sont pas dans la première énergie et jeunesse de leur vie. Et Michael a dit, on est très content d'avoir une biographie de François Mitterrand. C'est très bien que notre ami camarade Denis l'a écrit. Je salue la victoire de François Mitterrand, mais j'ai examiné sa position. Il paraît qu'il est en faveur de l'Europe, mais ça passe pas en Angleterre. Mais je ne comprends pas pourquoi un socialiste peut être en faveur de cette communauté européenne. Mais laisse ça à côté. On est tous dans la même famille des partis. Et franchement, c'est toujours comme ça. Nous avons séparé la tête de roi de son corps 150 ans avant les Français, et les choses sont beaucoup calmées après ça. On avait toujours l'hostilité de l'immigration, surtout les Irlandais et les catholiques. On a continué, on n'a jamais eu un Henri IV pour trouver la paix entre les protestants et les catholiques. On avait cet ennemi à l'intérieur du pays, c'était le pape et les évêques catholiques. On les laisse exister. Moi, je suis né d'un papa polonais et mère irlandaise, donc je peux imaginer ma de religion. Et tous ces querelles-là sont assez importants. Vous avez décidé, après la Première Guerre mondiale, de se séparer entre l'adhérent du stalinisme et les autres. C'est votre choix. Chez nous, le communisme, il y avait un parti britannique communiste, mais jamais, c'est jamais enraciné. C'est pas aussi pire que les syndicats et les partis de pays nordiques ou allemands. En Suède, par exemple, après la guerre, on pense toujours Suède comme l'exemple de la sociodémocratie le plus performante. Mais 1945, février, printemps, l'armée rouge fait des énormes avancées. Et si vous êtes à Stockholm, ça c'est plus important que le petit pas de General Patton ou Eisenhower ou Montgomery en Belgique. Et tout le monde était enthousiaste. Et les métallurgistes, le puissant syndicat de métallurgie, a décidé ou a voté pour avoir lancé une grève pour l'augmentation de salaire, parce que les profits énormément boomé grâce à la guerre. Et la direction du parti, qui contrôlait, et contrôle toujours un peu les syndicats, ont décidé non, on ne va pas permettre cette grève, les machines doivent continuer à tourner, on ne va pas menacer l'effort combiné pour défaire à Hitler. Et donc, on a interdit le grève. Protestation énorme. Mais il faut un vote, bulletin fermé pour voir l'opinion des métallurgistes. Ils ont voté 90% en faveur de la grève.
Et le parti ont décidé, non, on ne va pas avoir grève, et tous ceux qui le supportent seront expulsés. Et ils étaient expulsés. Ils ont totalement découpé, égorgé toute présence communiste chez les syndicats dans le parti. Pas dans le sens physique, ils ont gardé leur job, ils n'ont pas expulsé, pas mis en prison dans les autres pays européens. Et c'est à peu près la même chose chez les sociodémocrates allemands. Combien parmi vous ont entendu parler du mot Berufsverbot? Non? Bon, la gauche française a fait une énorme campagne à l'époque. Berufsverbot, ça c'est interdiction de profession, était appliquée à tous qui avaient une carte de KPD, Parti communiste allemand, dont les fonctions publiques, profs, fonctionnaires à la mairie, dans les gouvernements régionaux, et c'était très, très dur. Et nous, en Angleterre, on a laissé le Parti communiste était actif, c'est le combat principal, il représentait un peu la gauche, mais une gauche assez nationaliste. Une gauche, par exemple, quand les pilotes polonais qui ont fait le meilleur score dans la bataille de Battle of Britain en juillet, août, septembre 40 pour sauver l'Angleterre, et les soldats qui ont parachuté à Arnhem fait la meilleure victoire sur les Allemands dans la bataille de Normandie. Ils ont tous resté en Angleterre après la guerre, ils ne voulaient pas rentrer en Pologne. Le ministre des Affaires étrangères, Ernest Bevin, Foreign Secretary, qui était ancien chef du plus grand syndicat britannique, leur a écrit sur le bleu de papier du Foreign Office, j'étais ministre là pendant 8 ans, je sais la spécialité, en polonais, leur demandant, 46-47, de rentrer chez eux. Ils ne sont pas bienvenus chez nous. Et une des raisons, c'est parce que les syndicats de mineurs, parce qu'on a la direction du travail, donc les soldats qui ont terminé la guerre étaient envoyés par le gouvernement britannique pour aller dans les mines, pour creuser les charbons qui étaient nécessaires. C'était le pétrole saoudien à l'époque, c'était le charbon britannique pour exporter, gagner de dollars pour acheter ce qui est nécessaire pour reconstruire l'Angleterre. Le syndicat de mineurs ont refusé de partager le même travail avec les travailleurs polonais. Ils refusaient de partager les ascenseurs pour descendre et monter, refusaient de laisser les Polonais venir dans leurs clubs, leurs pubs, pour prendre un pint de bière après. Donc, les Polonais étaient obligés de faire leurs mêmes équipes et leurs mêmes pubs. Donc, cet nationalisme identitaire communiste était très, très présent chez nous. Et ça exprime un peu, c'est pas que Michael Foot était communiste, pas au contraire, mais leur ennemi principal, c'était toujours l'Europe. Après la guerre, c'était Churchill qui était l'ambassadeur pour l'idée de l'Europe chez nous. Le gouvernement britannique de Attlee, le grand pour nous, le gouvernement héroïque qui a construit le National Health Service, nationalisé pas mal de l'industrie et pas mal des avancées sociales de Clement Attlee, refusait de participer dans la communauté de charbon et acier. Toujours, le Labour était anti-européen dans les années 50, 60, 70, l'élection de 1983, le programme de Labour, c'est un référendum pour retirer l'Angleterre de la communauté européenne, bien avant l'Union européenne. Ça a été un des grands changements. J'ai participé parce que j'ai participé en Europe, j'ai travaillé en Europe avec les syndicats et les gauches dans les années 80. Je peux revenir en tant que député avec les faits. Mais c'était nul. Mais aussi chez nous ici. J'étais là en France.
Et il y avait une grande gueule à la télévision, TF1, 20h du soir, criant. Et je dis à Monsieur le Président, stoppez ces travailleurs étrangers arrivant en France qui piquent nos postes d'emploi. On garde l'emploi en France pour les Français. Fermez nos frontières. Ça, c'est dénommé, ce n'est pas François Bayrou, je crois que c'est Georges Marchais. Mais vous êtes tous trop jeunes d'avoir des souvenirs de M. Marchais. Et donc, je dis ça simplement que je trouve, Daniel, je m'excuse, je pense que c'est difficile de faire schématiquement une petite taxonomie, une différence entre un système et l'autre. Vous avez toujours, depuis De Gaulle, obligé d'axer sur un seul homme, jamais, Ségolène peut-être, pour être chef du pays, le président. Mais nous aussi, la raison pour la défaite, j'ai simplement fait un petit calcul ici. Moi, j'ai commencé ma participation dans les travaillistes, Parti travailliste, à peu près il y a 5 ans, à peu près 1970. J'étais candidat très jeune au Parlement en 1974. Mais nous voilà, des années qui ont écoulé depuis. Il y avait 36 sur les touristes et 18 sur le Parti travailliste. Nous sommes des grands experts, des grands socialistes, les grands théoriciens, les praticiens, les organisateurs sur le terrain, en perdant les élections. Et voilà, là, j'ai un petit bouquin que j'ai écrit 21, Must Labour Always Lose, doit le Parti travailliste toujours perdre, parce qu'on était fatigué des victoires de la droite et surtout après Brexit. Et là, je le laisse ici pour quelqu'un. Et ce qu'on a vu, c'est finalement jusqu'après la publication de ma livre, le Parti travailliste, ils sont tous le nœud, ils ont changé. Et ils ont décidé d'aller vers un leader qui est capable de gagner les élections. Et Jeremy Corbyn, c'est un ami à moi, mais c'était impossible avec Jeremy. C'est qu'il a invité un dénommé Jean-Luc Mélenchon à être invité au congrès du Parti travailliste il y a 10 ans. Et Jeremy, c'est un homme qui allait lutter pour toutes les causes perdues du monde. Qui est une bonne chose. Normalement, on a des évêques à faire ça. Et les hommes politiques font le travail pas des dieux, mais des besoins de tout le monde sur le terrain. Jeremy, c'est pas un marxiste formé. C'est un moraliste. Il sait ce qui est mauvais, ce qui est correct. On fait la différence. Et on voulait avoir, après les années de Blair et Brown, qui avaient un certain moral, absolument traître à toute vision du socialisme, ils voulaient gouverner. Et là, de plus en plus, le plus que Blair a gagné des élections, le plus qu'il a été haï par les militants du parti. Donc, ils ont tourné avec l'anti-Blair, avec Jeremy Corbyn. Mais là, on n'a pas attendu trop longtemps pour décider que peut-être que c'est mieux de gagner. Donc, on a choisi un avocat professionnel, il était procureur général, il n'a jamais s'est présenté pour une élection. Il a écrit des papiers sur des questions juridiques, du point de vue de gauche, mais pas trop gauche. Et il a été parachuté dans une circonscription sûre
tout près de sa maison dans le nord de Londres. Il est devenu leader du parti en 1220. Et depuis, il a recentré le parti sur une sociodémocratie qui serait absolument reconnue par les Suédois, les Allemands des années 50. Très, très dur. Il a nommé un monsieur énergétique pour contrôler tous les candidats qui allaient se présenter dans les circonscriptions au nom de Labour. Et lui, Morgan McSweeney, c'est un Irlandais. Et eux, il y a une certaine ils sont sauvages, les Irlandais, quand c'est question de la politique. Il a simplement décidé, si quelqu'un veut, homme, femme, être candidat dans un siège, si on avait une photo de lui en lisant le Guardian, pendant les derniers 10 ans, il était absolument éliminé de la liste. Donc, on avait des gens corrects, des avocats, des gens qui fonctionnaient de Town Hall. C'est le parti le plus droitisé, jamais vu en Labour, mais ma foi, on avait cette énorme majorité, 411 députés et 123 pour les Tories. Chez nous, parfaitement raison de mettre le pourcentage des voix, et ça peut dans l'avenir arriver à nous mordre, mais globalement, on est toujours axé sur le siège. Et c'est notre système. J'arrête. Pas du tout. Non, on va poursuivre la. Oui, la non, conversation. donc aussi, notre parti était fondé par les syndicats en 1906. La moitié des députés sont des anciens fonctionnaires des syndicats. Les grands ministres, jusqu'à assez récents, je dirais le gouvernement des années 20, 30, 45, 64, la moitié des ministres étaient des anciens syndicalistes, donc pas les universitaires. Mais tout ça est disparu parce que le pourcentage des travailleurs qui ont une carte de syndicat est diminué à 5% dans l'industrie, une moitié dans les secteurs services publics. Mais le problème avec les secteurs publics, chaque fois qu'ils se mettent en grève, tout à fait raisonnablement, ils veulent plus d'argent, mais ce n'est pas le capitalisme qui paye leur augmentation de salaire, c'est les autres imposables. Et donc, c'est cette différence-là. Personnalité, oui, on avait notre petit Trump, donc Boris Johnson, mais il a tellement menti, c'est incapable. Boris, c'est un homme remarquable, il est très très amusant, très bonne compagnie, séducteur hors pair. Et je ne sais pas, c'est pas très woke ça, mais il dit toujours à toutes les femmes que oui, bien sûr, I will certainly love you in the morning. Et donc, Boris a fait des mêmes, et tout le monde l'adorait. Mais une fois Premier ministre, il est allé trop loin et c'est ses propres députés qui l'ont chassé du pouvoir. Il a perdu la confiance du Parlement. C'est le Parlement qui l'a chassé. Ce n'est pas un juge qui peut-être va mettre Marine Le Pen en touche. C'est parlementaire. Donc, je peux discuter un peu de la politique actuelle. Starmer avait un mauvais départ. Maintenant, il est moins populaire que Nigel Farage, mais il y a 5 ans devant nous. Les Tories aussi sont totalement déboussolés. Et le
on sait, tout est à jouer, il me semble. Mais honnêtement, je connais la politique en Allemagne, en Suisse, en Espagne. Chaque pays en Europe a ses systèmes un peu différents. Et la nôtre, à mon avis, n'est pas efficace. Je ne sais pas si le proportionnel, chez nous, le proportionnel va nous donner Nigel Farage et les libéraux démocrates, c'est-à-dire François Bayrou et Marine Le Pen. Allez. Passer la... Merci beaucoup, Denis McShane, pour cette analyse prospective tout en profondeur de l'évolution effectivement de la gauche travailliste au Royaume-Uni est tout à fait importante pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à la situation politique actuelle en Grande-Bretagne. Et si j'ai bien compris, ils ont lu votre livre et ils ont gagné l'élection. C'est ça. Exact. Il faut trouver un Français qui dit doit le PS toujours perdre. Donc, alors, c'est le juge, c'est à vous, à un des amis ici, et je ne sais pas qui exactement est le Starmer disponible pour... Ça peut donner une idée éditoriale, on va voir. Bon, alors je me tourne maintenant vers vous, Alexandre Volroyd, pour vous demander comment vous réagissez à l'ensemble des propos jusque-là, et surtout, quelle est votre analyse, votre vision de cette élection britannique, mais aussi quand même en miroir, même si Denis a mis beaucoup de bémols sur les possibilités qu'on avait de comparer les deux systèmes et les deux situations, mais malgré tout, en miroir des élections françaises, des avis français. Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'avoir ce soir. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que non seulement j'ai été pendant 7 ans à l'Institut des Français de l'étranger et des Français du Royaume-Uni, mais en plus je suis franco-anglais. Mon nom me trahit, mon prénom pas tant, mais c'est parce que j'ai changé mon prénom en faisant pas l'élection française. En fait, c'est Alexander. La réalité, c'est que même mon prénom devrait me trahir. Mais étant plus dans la vie politique, je peux l'annoncer sans peur de sanctions quelconques. Je vais peut-être beaucoup plus à la surface que la profondeur avec laquelle Denis a parlé du sujet, mais pour rester de façon plus pragmatique ou pratique, je vais pareil relativiser la capacité qu'on a à comparer les deux systèmes, parce que il me semble que les deux systèmes sont quand même assez fondamentalement différents pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on regarde le tableau, on compare des élections législatives. Or, l'élection maire et l'élection reine en France, l'élection présidentielle et les élections législatives, je ne pense pas qu'on peut les analyser sans avoir à l'esprit qu'est-ce qui se profile ou pour la prochaine élection ou ce qui vient de se passer dans la dernière élection. On voit dans le jeu de tous les acteurs politiques en France que la question de l'élection présidentielle, elle est quand même toujours là en suspens. On peut être pour ou contre, on peut être ou pas, mais c'est une réalité, tandis qu'au Royaume-Uni, l'élection législative, c'est vraiment l'élection là. Il n'y a pas d'élection derrière, il n'y a pas d'arrière-pensée, ils essayent de devenir royaumistes. Il y a eu un changement graduel, quand mon père, moi, il est né dans Somerset, à Northampton, son parlementaire local, il le connaissait, il avait plus d'entrée. Ce système-là, il s'est un peu dilué. L'élection britannique est devenue plus personnalisée qu'elle l'était par le passé, on l'a vu avec Boris Johnson, et c'est assez net. Mais ça reste deux systèmes très différents. Et en France, à nouveau, l'analyse d'une élection législative, elle ne peut se faire que au regard, à tort ou à raison, mais que au regard des perspectives présidentielles. La deuxième raison, et je pense que Denis l'a illustré, mais c'est la difficulté de comparer les partis politiques, parce qu'au Royaume-Uni, déjà, on a deux coalitions qui sont très grandes et qui ont une capacité à se réinventer dans le temps qui est prodigieuse, qui est un peu plus comme ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un parti peut changer, en 20 ans, peut changer totalement de bord sur un sujet. Le parti travailliste le parti conservateur a été ultra mondialisateur, ultra ouvert, frontières ouvertes, puis après est redevenu un parti ultra protectionniste plusieurs fois par le passé en faisant des allers-retours. Donc il y a vraiment des changements prodigieux de ligne politique au fur et à mesure des générations, ce qui leur assure la survie. Aujourd'hui, si on voit le parti travailliste qui arrive au pouvoir, est-ce que son homologue en France c'est le NFP ou est-ce que c'est la coalition Macron de 2017? Honnêtement, c'est sujet à débat. Vous regardez le premier budget du parti travailliste au Royaume-Uni, il est très 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 proche
d'un premier budget qui a été voté ici en 2017. Et d'ailleurs, en suivant l'actualité politique, ce qui est remarquable, c'est la similitude des sujets. Au Royaume-Uni, une des décisions très controversées que Starmer a pris, c'est de couper une allocation à l'aide au chauffage de certains ménages moins favorisés, certains retraités moins favorisés. C'est typiquement le genre de discussion qu'il y a eu au Parlement aussi. Et puis, il y a certaines particularités britanniques, on ne les a pas évoquées, mais notamment le SNP, le rôle du SNP dans cette équation, qui ont changé beaucoup. Hein. Le SNP, on voit qu'il s'effondre. Dans les élections précédentes, il fait un très bon score. Ça favorise énormément les travaillistes que le SNP soit très affaibli. Donc, il y a des particularités qui expliquent quand même le résultat. Et enfin, la différence entre un scrutin à un tour et un scrutin à 2 tours est prodigieuse. Elle a un impact monumental sur la constitution des alliances, sur comment les élections sont envisagées. Le front républicain qu'on a en France, qui fonctionne dans le mais qu'on a en France au 2e tour, au Royaume-Uni, tout se fait en anticipation par des espèces de votes stratégiques de je vais aller voter ici pour un Lib Dem parce qu'il a plus de chances de gagner, pour un travail parce qu'il est plus en fait. Donc il y a un front anticipé et il y a des petits partis qui n'ont aucune vocation à gagner des élections, hein, c'est le cas de Réforme pour l'instant, mais qui peuvent faire perdre énormément de conservateurs. Donc qui ont un pouvoir par la nuisance, entre guillemets, politique qu'ils peuvent infliger sur les partis principaux. Et du coup, je pense que la comparaison est quand même difficile. Par contre, je pense que ce qu'on peut voir de façon assez claire avec aujourd'hui Starmer, c'est qu'il gagne une victoire écrasante en nombre de sièges. Et si vous regardez aujourd'hui les sondages du Parti travailliste, ils sont extrêmement populaires. C'est un Premier ministre qui arrive, qui a une immense majorité, mais qui en l'espace de 6 mois devient extrêmement populaire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que ça dit quelque chose de temps. Moi, pour un enfant de la génération des années 80 qui a vécu en France, grosso modo, en tant qu'adulte, les élections de Chirac, puis de Sarkozy, puis de Hollande, ce qui est plus frappant, c'est que le délai de temps entre l'impopularité des dirigeants et leur élection est de plus en plus court. On les hait de plus en plus rapidement après qu'on les ait élus, et c'est vrai au Royaume-Uni comme c'est vrai en France. Et c'est un tempo qui semble s'accélérer de plus en plus, et pourtant qu'on retrouve. Et ce que je pense de la comparaison, c'est que au fond, c'est par les sujets de fond qu'on retrouve la même similarité. La réalité, c'est que nos systèmes politiques, ils essayent d'assimiler, d'amalgamer des sujets de fond qui sont très similaires. Pour le coup, quand je parlais à mes homologues britanniques, ils font face aux mêmes sujets que nous. Et c'est pareil en Allemagne. Et la question institutionnelle, elle se pose beaucoup plus en France. Parce qu'en France, on adore changer notre constitution et on pense que si on a un problème, il faut changer le système de nos institutions, parce que c'est ça qui va résoudre le problème. Les Britanniques ont beaucoup moins cette tendance, ils ont tendance à dire que notre système il évoluera, les partis ils se démerderont, ils réinventeront, ils en feront des réponses. Nous en France, tous les 2-3 mois, on dit il faut changer le système. Si les systèmes électoraux ne marchent pas, il faut le changer, il faut qu'on le fasse à un tour, à liste, à proportionnel relatif, à proportionnel intégral, etc. On peut en parler pendant des heures. Et la réalité, c'est que fondamentalement, quand on voit des électeurs, c'est pas forcément ça leur sujet principal, et je suis pas sûr que, même si évidemment on peut pas faire un système démocratique, je suis pas sûr qu'en changeant le scrutin des élections législatives, des élections présidentielles, en changeant l'une pour l'autre, etc., on va réduire les questions de fond. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une droitisation considérable de la société européenne sur l'immigration, hein, et d'ailleurs le Parti travailliste qui arrive au pouvoir ici a une ligne très à droite sur l'immigration. Hein. Il en fait un de ses objectifs phares, ce qui, il y a 4 ans, quand Denis a écrit ce livre et que il y avait un parti travailliste sous une direction différente, était inenvisageable. Et cette réalité, on la voit avec le SPD en Allemagne et avec les décisions que Scholz a prises, sans parler de Merz, pour le coup conservateur, mais a pris la ligne encore plus à droite. On le voit au Danemark, on le voit en Italie. La réalité, c'est qu'il y a partout cette droitisation qui est à travers les chiffres politiques. En France, avec l'élection en France, c'est qu'on a une gauche qui s'est formée autour de l'esprit qui ne fait pas ce passage-là pour l'instant, mais qui, du coup, c'est à cause de ça, mais en tout cas, n'arrive pas à gagner des élections proprement dit et pleinement dit. Mais bon, il y a ça, il y a une crise de l'efficacité du politique qui est évidente. Les citoyens ne croient plus à l'efficacité du politique. Et c'est la même chose au Royaume-Uni qu'en France. Donc, on n'arrive pas à résoudre leurs problèmes du quotidien, et grosso modo, il y a une colère envers ces politiques qui s'exprime par ce désamusement croissant envers les responsables politiques et un abandon de la foi envers les responsables politiques très très rapide. Ce qui rajoute une dimension du challenge, parce que pour le politique, il sait qu'il a de moins en moins de temps pour résoudre des questions de plus en plus complexes. Ça le pousse à avoir un horizon de temps de plus en plus court pour y apporter des réponses. Il y a des vraies questions sur l'efficacité de la politique économique, qui est un marasme économique européen qui est un peu partout, hein, des croissances en berne, productivité qui ne marche pas beaucoup, ou des taux de chômage qui sont stables et un peu hauts, ou des taux de chômage qui sont bas mais avec des contrats des contrats 0 heure mais des contrats très précaires.
Donc un choix entre grosso modo plus de précarité ou plus de chômage qui divise un peu l'échiquier politique, et des questions à niveau macro ou à niveau micro qui sont pareilles. Mais il y a une des dernières lois, moi j'ai fait passer la dernière loi qui est passée juste avant la dissolution. La chance, on l'a fait passer à l'Assemblée la semaine d'avant. Du coup, c'est la dernière loi qui a été ratifiée par le président de la République de l'avant-dissolution. Et c'était une loi sur l'attractivité pour essayer de convaincre les boîtes de venir se coter à Paris. Ce jour, il y a un grand article dans l'AFT qui dit le Royaume-Uni est terrifié parce que toutes les boîtes de camp pour être aux États-Unis, parce que c'est le même problème qu'on a ici. Jusqu'au niveau macro, la question des dépenses publiques et des finances publiques, les Britanniques ont la même question. Alors, ils ont vécu avec une crise grave sous Liz-Truss, mais la réalité, c'est qu'ils ont la même question. Et les travaillistes sont face à une équation financière qui est très compliquée pour à la fois remplir le programme, l'aspiration de leurs électeurs, et en même temps une équation politique, une équation économique qui est très difficile. Ce que je trouve le plus intéressant dans cette comparaison, c'est quand on regarde les sujets politiques qui sont sous-jacents aux décisions et aux élections, ils sont quasiment identiques. Et on a des systèmes politiques qui sortent des résultats très différents en fonction des conditions et des élections. Et la réalité, c'est force est de constater qu'avec l'un système comme le thème, on n'arrive pas forcément à trouver des réponses beaucoup plus satisfaisantes pour nos concitoyens, parce que si je regarde les dernières élections, la réalité de ce qui se présente dans l'élection, c'est de plus en plus un vote contestataire. C'est-à-dire que ça soit au Royaume-Uni par réforme ou par un désengagement et les taux de participation qui baissent, que ça soit ici, c'est à chaque fois de plus en plus de vote contestataire et de plus en plus une espèce de abus vis-à-vis de la politique. Et je pense que c'est ça qui devrait plus nous interroger. Est-ce que la solution, elle est institutionnelle? Moi, vu la nature un peu transfrontalière du sujet dans des systèmes très différents, j'ai tendance à penser que non, parce que on peut faire le scrutin uninominal à un tour, on a au Royaume-Uni les mêmes sujets, on peut faire une dose de proportionnelle comme en Allemagne, avec une partie plus, une partie uninominale, on a quand même le sujet, on peut faire une proportionnelle intégrale comme on a quand même le sujet. Donc la réalité, c'est que il n'y a personne pour l'instant qui a trouvé un modèle, par les Suisses, il n'y a personne qui a trouvé un modèle où on dit, là, ils vont vraiment trouver une réponse super satisfaisante qui satisfait tous leurs citoyens. Donc je ne suis pas sûr que c'est par la question institutionnelle qu'on arrive, mais je sais qu'en France, et moi ça me marque depuis que pendant les 7 ans où j'ai été élu, ça m'a marqué parce qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, j'entendais, il faut qu'on utilise un nouvel outil. C'est où le référendum, c'est où la dissolution. Et il y a une espèce de tentation de jouer à la chimiste avec grosso modo de sel, il faut ajouter une dose de proportionnelle, etc., en pensant que c'est ça qui va changer fondamentalement la raison pour laquelle les gens sont désabusés et qui votent pour certaines alternatives à nos élections. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas la solution profonde et que la comparaison entre le Royaume-Uni et la France, là où on a deux systèmes institutionnels qui sont assez différents, des problèmes qui sont assez similaires et des angoisses qui ressurgissent à nos élections, qui en fait traduisent un échec, ou en tout cas la perception d'un échec de nos responsables politiques, montre que c'est pas vraiment vers la question institutionnelle qui doit être priorité, ou en tout cas moi m'amène à la conclusion que je suis pas sûr que c'est la question principale pour résoudre les problèmes qui sont une qualité de notre société. À partir de ce que vous dites, comment peut s'engager le débat, si effectivement il n'y a pas de façon de changer les choses par des réformes institutionnelles, si en même temps dans les deux pays, alors qu'il y a des systèmes différents, eh bien, on bute sur les mêmes difficultés, la même crise de l'efficacité politique, le même désenchantement, défiance des citoyens à l'égard du gouvernement. Que faire donc, que faire? Donc je pense qu'on peut commencer cette discussion entre vous, mais aussi avec la salle sur cette question. Certes difficile, mais quand même. Comment, par exemple, lutter dans nos démocraties contre cette défiance si importante que les citoyens ont envers les possibilités des gouvernants de répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations. J'avais la chose oui, j'appelle Denis et puis Damien. Moi, j'ai toujours une préférence pour les échanges avec les salles parce que ça permet de cibler un sujet sur ce qui intéresse vraiment la salle plutôt que de faire un monologue et d'espérer qu'il y a une ou deux personnes dans la salle qui sont intéressées par sa réponse. Mais ce que je dirais c'est que c'est le fond des politiques publiques, le problème. C'est-à-dire, la réalité, c'est que
nos systèmes ont vocation à faire en sorte que dans les élections s'affrontent des perceptions et des programmes et des visions différentes du monde. Et je pense qu'il y a une partie de nos concitoyens qui considèrent que où ces visions sont de plus en plus convergentes derrière un vernis de différence, où il faut une radicalité pure pour changer un système avec peut-être chez nos concitoyens, particulièrement en France et au Royaume-Uni, pour des raisons historiques, que je pense que l'une des choses qui est très importante dans la comparaison franco-anglaise, c'est qu'on partage quand même un bagage historique très similaire d'anciennes puissances impériales, qui ont des relations parfois compliquées avec leurs anciennes colonies, qui ont été des grandes puissances industrielles, économiques, à partir jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins, ou juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui font face à un affaiblissement de leur position dans le monde, mais qui ont toujours une représentation objectivement au-delà de leurs moyens typiques. On est le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'absurdité de l'histoire, hein, de dire franchement, on ne devrait pas y être aujourd'hui. Et du coup, je pense que cette comparaison, elle a un sens plus profond dans ce sens-là, qu'on travaille avec des angoisses similaires de nos concitoyens. Mais c'est vrai que quand je parle à des acteurs politiques, grosso modo, quels que soient les courants, à part quelques courants qui ont vraiment des visions très très radicales du monde, il y a une reconnaissance que la marge dans laquelle opère un responsable politique, elle est beaucoup plus faible que celle que le citoyen pense qu'il a. Et du coup, la réalité, c'est qu'on élit des gens qui sont dans un couloir, en fait, qui leur paraît beaucoup plus contraint par toutes sortes de forces externes parfaitement légitimes, mais avec une envie généralisée de la population de sortir totalement de ce couloir. Et c'est ça qui produit une frustration prodigieuse. C'est des gens qui ne voient pas dans leur quotidien leur vie s'arranger. Et tout ça, je pense que c'est un phénomène quand même très long et qui s'inscrit dans un temps très long. Je pense qu'il faut relativiser quand même, parce que la santé en France, elle est en crise, mais elle est meilleure qu'il y a 40 ans. Il faut relativiser un peu ce résultat, mais c'est un perçu très très fort de nos concitoyens. Et en même temps, on fait partie de sociétés qui ont été biberonnés à des narratifs glorieux, des narratifs sur la grandeur de notre pays, etc., qui font penser que le couloir de nage est énorme, alors qu'en fait, le couloir de nage, il n'est pas si énorme que ça. Moi, je suis toujours frappé sur certaines crises géopolitiques, qu'il y a des discussions incroyablement tendues en France sur ce qu'on va faire, alors que il y a des géopolitiques où en fait, on n'a juste pas d'influence, très très peu. Donc, il y a juste un principe de réalité, c'est que, mis à part entre nous déchirons pour savoir quelle va être notre position, la réalité, c'est qu'en fait, le reste du monde s'en fiche éperdument. Pour en revenir au sujet un peu que tu disais sur le nombre de couvertures d'actualité politique européenne dans le Guardian, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais la réalité, c'est qu'il y a des sujets où on s'entre-déchire et en fait, la réalité, c'est qu'il y a un intérêt assez mesuré, pour le dire poliment, sur la position qui sortira de nos débats. Et donc, il y a un vrai différent entre la perception de notre société et la perception de notre importance dans le monde que nos concitoyens ont, et la réalité de là où on est dans l'exercice politique, que ce soit en termes de puissance géopolitique, en termes de puissance économique, et en termes de préserver notre modèle social qu'on a de plus en plus de mal à financer. Donc, la réalité, c'est qu'on essaie de trouver à droite à gauche des ressources pour essayer de le préserver, et on a de plus en plus de mal à financer dans l'équation économique actuelle. Peut-être qu'il y a un autre chantier, il y a une offre politique pour un chantier de société totalement différente. Moi, je ne crois pas, parce que j'engage un peu dans cette offre politique-là, mais dans l'offre politique actuelle, la réalité, c'est qu'on ne peut pas prendre cette place, c'est juste quelque chose qu'on ne sait pas dire. Damien, sur la puissance du politique. Merci beaucoup. Oui, je partage tout à fait les analyses qui ont été faites par mes deux co-intervenants. Mais c'est vrai que je pense que c'est très intéressant. Et c'est vrai que finalement, on pense toujours effectivement les solutions à la crise de la représentation comme étant une solution institutionnelle, hein, et alors que les causes sont bien souvent plutôt des causes de politique publique, comme vous le disiez. Je pense que c'est assez clair, par exemple, pour le Brexit, pour revenir sur l'exemple du Royaume-Uni. C'est vrai que c'est on voit bien, on le sait bien, d'ailleurs, c'était très documenté, mais donc c'est vraiment les politiques d'austérité mises en place par une série de gouvernements successifs qui ont entraîné ce vote Brexit. Mais je pense que ce qui est quand même, et je pense que j'ai raison à ce que vous venez de dire, mais je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'en termes de politique publique, finalement, les politiciens sont assez bloqués. Donc il y a toute une série de contraintes internationales et autres qui font que on joue comme dans une
le domaine des possibles n'est pas très, très large. Et c'est là que l'institutionnel revient. C'est que dans les institutions, là, on a plus de marge de manœuvre, je pense, en termes des institutions nationales, en tout cas. Donc, on peut penser que finalement, on se dirige vers l'institutionnel, non pas parce qu'on est convaincu, enfin peut-être certains le sont, mais que c'est la solution idéale pour résoudre le problème de la crise de la représentation. Mais je pense qu'on le fait aussi un peu par principe de réalité. Ça, on peut le changer, quoi. Ça, on a la main dessus. Et donc, je vois, j'ai pas de solution toute faite. Hein. Je suis désolé, je ne vais pas vous... j'ai un spoiler, je n'ai pas de solution toute faite. Mais je pense que je comprends en tout cas l'attrait qu'ont les changements institutionnels pour résoudre la crise, parce que là on a la main dessus, quoi. Puis après, pas trop longtemps, parce qu'après on passe la parole. Absolument. Ouais, écoutez, j'ai habité la Suisse pendant 15 ans. Leur système est remarquable. Des référendums sur tout et n'importe quoi, mais ça donne l'idée que le peuple est souverain. Et il utilise ce mot tout le temps. Le peuple est souverain. Nous, ici en France, en Angleterre, on ne dit jamais « the people decide ». On n'a pas mis au centre de notre débat l'idée du peuple, avec la confusion, la bêtise. Winston Churchill a dit qu'il n'y a aucune croyance dans la démocratie qui peut survivre après 5 minutes de conversation avec des électeurs. Mais aussi en Suisse, on a le slogan du pays. Si ce n'est pas interdit, c'est obligatoire. Donc on a là cette sens, le libéralisme de ma génération 68 ans, et peut-être à oublier l'idée de autolimitation. Le libéralisme économique, on parle toujours. Moi, je veux bannir le mot néolibéralisme. Si un de vous m'envoyait un papier avec néolibéralisme, tout de suite dans la poubelle. Parce que c'est une béquille utilisée pour refuser d'analyser l'évolution du capitalisme moderne qui a ses côtés néfastes, mais ses côtés très, très positifs. Tous mes enfants, les jeunes jusqu'à 40 ans, ont une vie impossible pour ma génération. Partir, ils ont une maison, un appart, ils ont des voitures, ils partent en vacances, ils s'habillent bien, ils se nourrissent bien. Et tout ça, c'est un peu le marché qui l'a produit. C'est pas là les difficultés, c'est pas l'État. Mais on n'a pas de trouver cet équilibre toujours difficile. Immigration. J'ai ici un mathématicien, ici Daniel, qui peut faire l'occasion pour moi. Je dis V1, quand V1 est le volume des arrivées des immigrés, V2, c'est la vélocité des arrivées, égale, et là, j'étais nul à algèbre et mathématiques à l'école. Je veux quelqu'un me donner une bonne équation que je deviens fameux, le McShane equation. Et on a, parce qu'on a confondu, bien sûr, tous les anti-immigrés sont un peu racistes. Les politiciens qui dénoncent l'immigration, il y a un brin de racisme dedans, mais il y a aussi l'identité, le sens d'appartenance, le sens que nous contrôlons notre propre communauté qui est perdue. Les Suisses sont assez malins. La droite a dit, ne peut pas supprimer tous les mosquées, mais ils annonçaient qu'ils vont supprimer les, comment on dit, le minaret. Pardon, minaret. Et qu'est-ce qu'ils font les Suisses?
ils ont rebaptisé les minerais cheminées pour le chauffage central. Donc, il faut quelqu'un tous les vendredis qui monte pour assurer que le tuyauterie est bien. Il faut continuellement repenser. Bon, le Brexit, c'est très intéressant. J'ai écrit encore un livre 2014, Brexit, Why Britain Will Leave Europe. Brexit, pourquoi l'Angleterre va quitter l'Europe. Et personne, tout le monde, Alex, a refusé de me croire. C'est pas possible de passer à la télé. Le MEDEF, le CBI, ont dit, oh no, don't be silly. Mes amis, grands ambassadeurs, oh don't be, no, Dennis, le peuple britannique ne sont pas si stupides que ça. OK, mais on a eu 3 élections, le référendum de Brexit 2016, on a l'élection 2017, l'élection 2019 qui ont plébiscité cet référendum. Ce n'est pas une décision du référendum, il y a 2 élections générales où le Tories a été plébiscité, Boris Johnson avec une énorme victoire. Maintenant, on a 7 énormes victoires dans l'autre direction, parce que tous les candidats travaillistes, les candidats libéraux-démocrates, verts, nationalistes écossais, sont anti-Brexit. Ils ne veulent pas le dénoncer parce que c'est trop risqué. Et c'est un grand dilemme pour Starmer. Maintenant, il préside un pays qui a voté tous les sondages ces derniers 6 mois, pour pas simplement que Brexit était une erreur, mais qu'il faut revoter et on va voter réentrer. Moi, je vais doute là-dessus. J'ai le T-shirt. Je pense le faire venir Rejoin. Et parfois, je fais une promenade l'été dans mon parc Battersea, j'ai un short et T-shirt Rejoin, et les gens s'arrêtent et les vieux dames, oh, do you think it really could happen? Mais je suis seul. Quand tout le monde s'habille Rejoin T-shirt, je sais que les choses commencent vraiment à bouger. Mais on est en évolution permanente. Et Trump, je pense aussi, c'est pas une grande erreur de dire il faut choisir l'Europe contre Trump. C'est absurde. Son invité d'honneur, c'est Giorgia Meloni. Donc il tâche de intégrer un peu l'Europe dans ses pensionnements. Donc, la politique est toujours là, c'est excitant. Les moyens de communication sont difficiles. Le média, social media et le reste, la disparition des journaux, on sait tout ça. Mais la politique est éternelle. Et on a besoin des meilleurs analystes, des gens qui font de la politique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est simplement gauche-droite. Oui, il y a une différence. Parfois, la différence, c'est peut-être 2-3 cm, mais c'est 2-3 cm dans lequel on respire et vit plus tranquillement si on n'a pas le pouvoir. Merci. Alors, je vois des envies de questions dans la salle, donc je vais vous passer le micro. Je ne sais pas si... Merci, madame. Béatrice Castellane, ancien membre du Conseil franco-britannique et administrateur de la Franco-British Lawyer Society, et nous avons le plaisir de vous recevoir, cher Denis. Moi, j'ai une question très basique, vraiment très pratique. En France, on parle beaucoup de proportionnel régulièrement. Chacun y va de ses propositions et jamais aucune n'est retenue. Mais moi, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que je n'ai pas bien compris, quelles procédures, quelles règles sont appliquées ou quelles sont les méthodes de calcul ou comment on arrive à ce que ce parti Labour, qui n'a que 30 et quelques % des voix, a plus que 60% des sièges. Concrètement, comment ça se passe, s'il vous plaît? C'est très simple. Ils ont un voix de plus que son opponent. Donc, dans tous les systèmes électoraux, ceux qui ont le plus de voix dans la circonscription gagnent. Donc, vous avez rouge avec
sans voir, noir avec 99, vert avec 97, les autres. Et donc, c'est comme aux États-Unis. C'est le système à l'époque. Ici, on a bricolé avec plusieurs systèmes électoraux. Les Allemands, les partis marxistes de l'époque, nordiques, allemands, le nord de l'Europe, en disant non, ça c'est pas faire, il faut avoir une exacte représentation des voix au Parlement, donc proportionnelle. Je ne dis pas que, honnêtement parlant, l'idée qu'un système électoral donne une meilleure gouvernance qu'un autre, c'est faux. Ce qui dépend de la réussite de la politique, c'est d'abord les hommes et les femmes qui le font, deuxièmement les hommes et les femmes qui l'écrivent, qui font le travail intellectuel de produire des idées qui sont convertibles dans la politique actuelle, et bien sûr l'éducation. Et là, les partis politiques sont absolument cessés de faire l'éducation politique. Donc on a beaucoup plus de spécialistes sur qu'est-ce qu'il faut faire avec Hamas, avec qu'est-ce qu'il faut faire avec Marseille. Et bon, tout est possible si on s'appliquait à trouver des solutions, une politique de solutions plutôt que politique de slogan. Mais honnêtement, je n'ai pas une bonne réponse. Et le proportionnel n'a pas voté, n'a travaillé pour le Labour, comme j'ai démontré. Mais chez nous, il y a une représentation certainement des députés élus sur la base d'islamisme absolument dur et pur. Dans quelques circonscriptions. C'est une bonne ou mauvaise chose. On n'a pas vraiment des députés cathos protestants. On avait à l'époque, on avait en Irlande du Nord, jusqu'à très ça existe toujours. Proportionnel, est-ce que ça nous a donné Mélanie, nous a donné pas mal des partis ces dernières années un peu douteux. Merci. Alors, une autre question. Merci. Nick Bordelot, doctorant invité au CIVIPOF. A priori, je regarde les résultats de l'élection et la situation politique dans les deux pays présentement et je vois un certain dilemme, dans le sens que les résultats au Royaume-Uni sont complètement disproportionnels, comme un système majoritaire crée, alors qu'ils ont un gouvernement qui, sensiblement, sauf scandale ou situation exceptionnelle, devra continuer à gouverner de manière avec succès pour les 5 prochaines années. Alors qu'en France, on a un système politique qui a conduit à des résultats qui sont sensiblement proportionnels aux voix et en fait à l'opinion du public au niveau des voix du premier tour. Et on a une situation politique législativement qui est... bon, je crois qu'on sait qu'est-ce qui se passe, qui fonctionne pas très, très bien. Donc, je ne peux pas empêcher de revenir au point des institutions et de dire, n'y a-t-il pas donc une question à dire que les institutions au Royaume-Uni fonctionnent telles qu'elles ont été construites, à créer, avec un système électoral, une institution électorale majoritaire qui crée des gouvernements, qui crée un parlement complètement non proportionnel, mais qui réussit et qui va fonctionner à gouverner, alors qu'en France, on a peut-être une déconnexion entre les institutions électorales et les institutions législatives par la suite. Donc, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait résoudre la crise présente en France sans nécessairement avoir recours à peut-être des changements institutionnels. Mais je vous regarde en parlant, mais ma question est posée à l'ensemble des panélistes. Vous voulez qu'on en prenne plusieurs? Oui. Non, mais je vous rejoins beaucoup. Moi, je fais partie d'une école qui pense que le seul juge de paix de la solidité d'institution, c'est le temps. Et la force du système britannique, c'est que c'est un système qui est accepté. Et d'ailleurs, je trouve que
un des enseignements qui est assez prodigieux avec le Brexit, c'est que le Brexit, c'est une décision politique d'ampleur sans équivalent. Et ça aurait fait culbuter la majorité des systèmes démocratiques, à mon sens. La force des Britanniques, c'est qu'ils ont un système qui, au sens pur de l'équité, peut donner des résultats d'élections qui ne sont pas du tout équitables. Et pour être très clair, ça veut dire que si vous perdez une circonscription, mais que vous avez une voix de moins que celui qui la gagne, toutes ces voix, en fait, elles ne comptent pas. Les voix de celui qui a perdu, elles ne comptent pas. Et donc, quand vous les accumulez sur plein de circonscriptions, eh ben, ça veut dire que vous pouvez faire plein de voix partout dans le pays, mais gagner aucun siège, parce que vous êtes toujours deuxième, troisième, quatrième, vous gagnez aucun siège. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on change beaucoup de nos institutions, et moi, ce que je pense, c'est que la majorité de nos concitoyens, ce n'est pas des constitutionnalistes. Ils ne passent pas des heures de leur journée à penser comment ils vont voter en fonction du système électoral, est-ce que c'est une proportionnelle. Et que la plus grande force qu'on peut avoir, c'est un système que tout le monde comprend. Et au Royaume-Uni, la réalité, c'est que tout le monde comprend le système. Alors, il y a des gens qui sont contre, qui trouvent qu'il n'est pas juste, etc. Mais quand ils votent, les gens savent que c'est un scrutin uninominal à un tour, que celui qui gagne avec le plus de voix, il gagne, et puis tant mieux. Et puis voilà, c'est comme ça fait 50 ans que c'est comme ça, plus personne ne se pose de questions. Nous, si on change, il va falloir après s'acculturer au nouveau système. Les partis politiques, tous les acteurs politiques, c'est des êtres vivants. Vous changez le système, ils changent leur comportement. Ils changent leur ligne politique, ils changent leurs alliances, ils changent la façon dont on fait leurs alliances. Et ça, c'est très très difficile à anticiper avant que vous le viviez in vivo. Et nous, comme on change, à chaque fois qu'on a une crise politique, on change notre système, on n'a jamais le temps, entre guillemets, d'arriver à une espèce de maturité de notre système. La crise des dernières années en France, elle est quand même assez remarquable. On a un système qui, grosso modo, depuis 40 ans, il y a des gens qui disent, par exemple le MoDem, il faut absolument la proportionnelle parce que notre système rend la proportionnelle impensable. On arrive à un résultat d'élection qui ressemble beaucoup à un résultat d'élection que s'il y avait une proportionnelle. Et à ce moment-là, on risque de mettre en place la proportionnelle alors que précisément le résultat de cette proportionnelle a donné une résolution politique où on n'arrive à rien faire. Donc, il y a une ironie quand même prodigieuse à se dire qu'on va mettre la proportionnelle au moment où on a une assemblée qui ressemble à une assemblée élue avec de la proportionnelle et qui reconnaît par elle-même qu'elle ne fonctionne pas. Donc elle est en train de dire on va mettre en place le système pour s'assurer qu'on ne fonctionne pas pendant les années qui suivent. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas parce que je pense que les acteurs politiques s'habitueront, que les électeurs s'habitueront, que les lignes s'habitueront, mais ça prendra 5, 10, 15, 20 ans parce que c'est très long de changer un système politique. Quand est-ce que vous le faites? Aux prochaines élections, les partis, etc. La proportionnelle, vous pouvez dire, c'est beaucoup plus démocratique. Il y a tout le monde. On peut avoir un débat infini sur l'équité. La réalité de la proportionnelle, c'est que c'est des partis politiques qui choisissent quelles sont sur les listes et en fonction de là où vous êtes sur la liste, vous êtes élu, vous n'êtes pas élu. On a une proportionnelle aux européennes. Hein. Vous demandez à un citoyen d'un dans la rue qui est le 3e sur la liste aux européennes, honnêtement, je doute qu'il y en ait beaucoup qui vous répondent. Donc, est-ce que c'est parfait comme système? Non plus. Je ne dis pas que c'est nul comme système, ça marche très bien dans d'autres pays, etc. Mais je dis juste qu'en France, je pense qu'on a une inaptitude à avoir la discipline de se dire, une fois qu'on a choisi un système, il faut juste s'y tenir. Et tout système a des défauts. C'est-à-dire que la recherche entre la stabilité que produit un certain système et le caractère équitable de la représentation des voix des individus, c'est un trade-off. Vous faites toujours un choix entre les deux. Et en l'occurrence, en France, on a un système parlementaire qui est un système non proportionnel associé à une élection présidentielle où chaque voix compte pour une. Donc, en fonction de l'adéquation que vous avez, assemblée du même côté que le président, assemblée du côté opposé, et maintenant assemblée d'aucun côté, vous avez des résultats qui sont différents, avec des pouvoirs qui mutent et qui changent en fonction des situations. Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut s'amuser à mettre une dot de proportionnelle. Est-ce que s'il y a une dissolution dans un an avec une dot de proportionnelle, on va se retrouver avec une assemblée qui est plus stable et que ça va résoudre les problèmes pour lesquels les gens ont provoqué cette élection et ont considéré qu'ils voulaient voter pour les partis? Moi, je ne le pense pas. Et du coup, je pense que c'est illusoire de penser il faut qu'on change notre constitution et la façon dont les élections sont faites, parce que c'est ça qui va nous apporter des raisons qui vont satisfaire nos électeurs. Je pense qu'on va se déchirer pendant 6 ans et on va mettre 10 ans à apprendre comment le nouveau système marche, et puis qu'à la fin, on aura grosso modo les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui, et on se dira, faut peut-être changer notre système électoral pour en faire un autre. Donc l'Angleterre, pour le coup, je trouve que le caractère fascinant des élections anglaises, c'est qu'elles ont un côté très inéquitable, mais elles produisent un régime politique extrêmement stable. Et ça a une très grosse valeur quand même. Merci. Oui, Pascal. Une ou deux questions. Revenons à la question. J'ai bien conscience, en effet, que la question des politiques publiques, dans un contexte bien particulier, sont essentielles. Et que là, il y a beaucoup de similarités, pas simplement entre la France et la Grande-Bretagne, mais entre toutes les démocraties européennes, quelles qu'elles soient. Hein, les défis sont les mêmes. Simplement, il y a des pays qui partent avec de gros handicaps,
la France en fait partie, il y a des pays qui partent avec des handicaps beaucoup moins lourds, par exemple les démocraties de l'Europe du Nord. Mais si on vient à la variable institutionnelle et on revient au sujet qui était l'effet de miroir, c'est tout de même un miroir très biaisé, hein, parce que il y a tout de même le majoritaire à un tour. Et on voit ce que ça donne. Le majoritaire à un tour, quels que soient les défis que connaît la société britannique, les Britanniques, aujourd'hui et hier, ils ont un gouvernement. Et ils ont un gouvernement pour, 4 ans, 5 ans, jusqu'à la prochaine. Nous ne l'avons pas. Et nous ne l'avons pas parce que nous étions persuadés que nous avions un bon système pour créer de la stabilité, le scrutin majoritaire à 2 tours, et que maintenant, le scrutin majoritaire à 2 tours, il est utilisé par les Français, c'est nous, hein, c'est pas les politiques, il est utilisé par les Français de manière proportionnelle. Hein, peut-être parce que, peu à peu, nous avons introduit beaucoup de proportionnel dans notre système en France. Nous avons introduit la proportionnelle au régional, nous avons introduit la proportionnelle aux européennes, nous avons des scrutins mixtes aux municipales, c'est-à-dire que peu à peu, la République gaulienne, c'était une république où tout était majoritaire. Là, nous avons une république sans s'en rendre compte. Hein, Jean-Luc Parodi a dit des choses très intelligentes là-dessus. Nous sommes rentrés dans un système où nous avons pratiqué une sorte de mixité des systèmes. Et peu à peu, les électeurs ont pris goût à cela. Et ils utilisent maintenant le majoritaire à 2 tours comme de la proportionnelle. La fameuse tri-partition ou quadri-partition même. Et le gros problème, c'est que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que ce que je dis à mes étudiants, on ne peut pas faire rentrer 4 dans 2. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est pour faire rentrer un multipartisme, hein, le fameux quadrille bipolaire, disait Duverger. Hein, voilà, il y avait 4 grandes forces et on la faisait rentrer dans 2, la droite et la gauche. Et on avait des gouvernements stables de droite ou de gauche. Mais là, maintenant, on a 4 qui ne peuvent pas rentrer dans 2 parce qu'il n'y a pas de stratégie d'alliance entre ces 4 forces. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de stratégie d'alliance entre Ensemble et NFP, entre RN et Ensemble, entre RN et LR. Il n'y en a pas. Donc, ça ne marche plus. Et il faut se souvenir tout de même que l'homme qui avait réfléchi vraiment aux institutions de la Ve République, Michel Debré, était pour le mode de scrutin britannique. Il était pour le mode de scrutin majoritaire à un tour, Michel Debré. Hein, parce qu'il disait, les institutions de la Ve République, c'est formidable, ça va nous apporter de la stabilité, mais si on veut être sûr qu'il y a la stabilité, il faut faire ce que nos amis britanniques ont adopté, c'est-à-dire le mode de scrutin majoritaire à un tour. Et la plupart, on n'a pas osé, quoi. On n'a pas osé, mais Michel Debré, quand il va présenter devant le Conseil d'État la Constitution de 58, c'est ce qu'il a en tête. Hein, il ne parle pas de régime présidentiel, d'ailleurs, il parle d'un régime parlementaire moderne. Et pour lui, le régime parlementaire moderne, c'est la démocratie britannique. Hein, deuxième différence très lourde, indépendamment de ça, c'est tout de même l'élection présidentielle. Heureusement, vous n'avez pas d'élection présidentielle. En Grande-Bretagne, j'allais dire. Hein, heureusement, vous n'avez pas ce... Ouais, vous avez le droit, ils ont le roi, oui, mais il vaut mieux peut-être avoir un roi, hein, un vrai monarque, mais pas un monarque républicain, quoi. Hein, et un monarque qui intervient uniquement dans les situations de crise, éventuellement, comme le fait le monarque espagnol ou comme le fait le président de la République allemande. Hein, dans des situations de crise, voilà, ils peuvent jouer un rôle, etc. Parce que nous avons presque maintenant en France un conflit de légitimité. Hein, on le voit aujourd'hui entre l'élection présidentielle qui distribue une légitimité et les élections législatives qui ratifiaient la légitimité présidentielle, mais qui maintenant ne la ratifient plus. 2020-2022, les législatives sont en contradiction assez forte avec ce qui s'est passé à la présidentielle. Et alors la 24, en contradiction très forte avec ce qui s'est passé en 2022. Donc là, nous avons en plus un conflit de légitimité. Ce conflit de légitimité, par définition, il ne peut pas exister en Grande-Bretagne. Hein, il ne peut pas exister en Grande-Bretagne, et c'est en cela que, j'allais dire, la Grande-Bretagne est tout de même plus performante. Oui, la crise de la représentation politique est forte. Oui, les citoyens britanniques sont en colère contre leur système politique, mais vous avez un gouvernement. Ça fait tout de même, et il n'y a pas ce conflit de légitimité, où sans arrêt le NFP explique que Macron n'est pas légitime, hein, qu'il faudrait qu'il démissionne, la destitution. Le RN le dit
pas tout haut, mais ils le pensent tout bas. Donc on a un conflit de légitimité qui est tout de même qui pollue énormément hein, le débat démocratique en France, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, il faut, à un moment ou un autre, ou bien que les Français s'adaptent, ou bien qu'on adapte les institutions à ce que sont devenus les Français. Hein, c'est-à-dire qu'on fasse évoluer, il ne faut pas changer de République, je crois, mais qu'on fasse évoluer la Ve République. Est-ce qu'un système présidentiel avec un président aussi fort, c'est viable ou non? Est-ce qu'il ne faudrait pas transformer doucement le système présidentiel français en système autrichien, portugais ou finlandais? C'est-à-dire un président qui intervient dans les situations de crise, mais qui n'a pas les pouvoirs exceptionnels qu'a le président français. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Je ne dis pas que c'est une solution, mais qu'il faut réfléchir. Et sur le mode de scrutin, en effet, vous avez raison, ce n'est pas en changeant de mode de scrutin qu'on va répondre à la crise. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais peut-être que notre mode de scrutin, aujourd'hui, arrive à une situation de blocage absolu et qu'il faut un peu desserrer les taux. Hein, pas le desserrer avec la proportionnelle intégrale, parce que là, on va accentuer le problème. C'est-à-dire, le miroir brisé, là, on va l'accentuer. Hein, on va accentuer cette division incroyable. Mais on peut explorer, à condition de travailler, c'est ce qu'on fait en ce moment un peu au CEVIPOF, on peut explorer des scrutins mixtes. C'est-à-dire, et qui répondent à ce que doit être un mode de scrutin. Parce que je trouve que là, on est autistique dans la réflexion sur le mode de scrutin. Un mode de scrutin, c'est deux choses. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est à la fois une fonction de représentation, nous représenter, voilà, bon, très... mais c'est aussi une technique pour dégager une majorité pour gouverner. Ce sont les deux. Tous les gens qui ont réfléchi de manière sérieuse au mode de scrutin n'ont jamais dit c'est uniquement la représentation de nos diversités, de nos divisions. C'est aussi une technique pour accoucher d'une majorité pour gouverner. Et là, le scrutin mixte a l'avantage d'être présent ou de tenter d'être présent sur les deux terrains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Damien veut intervenir. Oui. Une réponse de Damien d'abord. Je vais être bref, merci. Moi, je rejoins tout à fait les analyses de Pascal. Je pense que on parle beaucoup de mode de scrutin, mais effectivement, c'est juste le petit frère, au final. Le vrai élément institutionnel majeur qui fait un pays, c'est le régime présidentiel ou parlementaire. Donc, effectivement, je pense qu'il faudra penser à cet élément-là avant de penser au mode de scrutin. Mais donc, je partage complètement. Je voulais juste ajouter un petit élément par rapport à la façon dont on présente aussi les résultats dans les médias au Royaume-Uni par rapport à la France. Puisque comme Denis le rappelait, en fait, là j'ai mis un graphe avec les voix, mais comme vous le disiez, qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, on n'en parle pas des voix, c'est les sièges qui font l'élection. En fait, c'est nous ce décalage qu'on voit entre les voix et les sièges, parce qu'on interprète ça avec nos yeux aussi français. On en parle beaucoup des voix. Hein, et c'est aussi le système à deux tours qui veut ça, puisque comme il y a deux tours, on compte les voix au premier tour, on compte les voix au deuxième tour. Ça nous pousse à compter les voix. Alors que, de nouveau, en Royaume-Uni, les voix, ça, c'est complètement... c'est pas très important. Le système est basé sur la compréhension que c'est les sièges au Parlement qui font le gouvernement, et donc à ce niveau-là, le système est très très stable, parce qu'il y a une très grande légitimité, une très grande compréhension, une légitimité de tous, que c'est ça qui a de l'importance. Alors qu'en France, effectivement, il y a une certaine... les voix sont aussi importantes, et donc ça crée, comme disait, des problèmes qu'on peut avoir, de légitimité qu'on peut avoir aussi pour le moment. Merci. Oui, tout au fond. Oui, si vous me permettez, bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir sur, je pense, un élément qui n'a pas été tout à fait évoqué, c'est la différence entre la France et le Royaume-Uni sur la désignation du chef du gouvernement. Où en fait, au Royaume-Uni, assez logiquement, c'est la coalition vainqueur qui est chargée en premier lieu de créer un gouvernement et d'avoir une coalition stable, alors qu'en France, finalement, c'est le président à qui il revient de faire ce choix-là. Et alors ça a été beaucoup souligné dans l'actualité, mais alors que la tradition voulait que le président désigne le parti vainqueur de l'élection, bon, c'était toujours entre deux partis, et donc on n'avait pas cette tripartition-là, mais il y avait un peu cette tradition-là qui était en pratique. Et en fait, là, désormais, on se retrouve avec cette tripartition, et où finalement, la coalition en tête
n'est pas chargé de fonder un gouvernement, où finalement c'est dans un premier temps une alliance entre LR et Ensemble qui est un peu chargée d'avoir un gouvernement très minoritaire, qui est censuré pour la première fois, pour la première fois après l'utilisation d'un 49.3, et où maintenant en fait on ne sait pas vraiment en fait où ça va pour la suite, et où on se demande si au fur et à mesure on va pas avoir un gouvernement Bayrou qui risque de tomber à un autre moment, etc., etc. Et donc ça me semble être quand même la distinction fondamentale entre le Royaume-Uni et le système français. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette différence-là. Alors, il y a beaucoup de choses passionnantes qui ont été évoquées, on pourrait y passer des heures, mais je vais essayer d'être synthétique. La première chose que je dirais, c'est que je veux relativiser un peu ce que vous disiez, parce que quand vous disiez au Royaume-Uni, ils ont un gouvernement, ils ont quand même passé 4-5 ans où ils sont passés par 4 premiers ministres, ils n'arrivaient à rien décider, ils étaient bloqués au Parlement, tout le monde s'arrachait les cheveux, moi j'en ai plus, mais tout le monde s'arrachait les cheveux, ceux qu'en ont, en disant ils sortiront jamais du Brexit, Theresa May n'arrivera pas à une majorité. Donc ils sont passés par une période d'instabilité assez forte où ils n'arrivaient pas à dégager des décisions publiques. Donc la réalité, c'est que cette possibilité-là, c'est-à-dire malgré le système britannique qui est fait pour dégager une très forte majorité d'un blocage institutionnel, elle existe au Royaume-Uni. Elle est rare, mais elle existe. Et sur la désignation du chef de gouvernement, il y a une particularité aussi du Royaume-Uni qui est très différente, c'est que ce n'est pas toujours le chef de l'État, c'est quelquefois les membres du parti qui choisissent qui est le Premier ministre. C'est-à-dire que 2 des 4 derniers Premiers ministres britanniques, c'est 140 000 membres du Parti conservateur qui ont décidé qui était le Premier ministre. Ce qui, en France, pour des gens qui sont habitués au régime présidentiel, est quelque chose qui est inconcevable. Donc la réalité, c'est qu'il y a une différence fondamentale, non seulement la façon dont le roi choisit, et en Royaume-Uni, c'est simplifié par le fait qu'il y ait 2 options. Dans l'hypothèse très improbable, mais où un jour il y aurait une équation parfaite entre 3 partis, la même question se poserait là. C'est ce qui donne au président aujourd'hui la particularité de son rôle, c'est la nature fracturée de l'Assemblée. Mais cette nature, elle pourrait théoriquement exister au Royaume-Uni, très improbable politiquement, mais théoriquement exister au Royaume-Uni. Mais je pense que pour en revenir, et c'était la première chose que j'avais dit au début pour relativiser la comparaison, ce qui empêche la comparaison, c'est le régime présidentiel. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'Assemblée est fracturée et ingouvernable en ce moment, c'est parce que les chiffres sont répartis sur 4 blocs. C'est en deuxième partie parce qu'il y a grosso modo maintenant un tiers du pays qui vote pour un parti avec les autres qu'elles ne veulent pas gouverner. Et ça, franchement, n'importe quelle assemblée serait, quelles que soient les règles, serait dans la difficulté pour fonctionner. Hein. Le jour où il y a 35% d'AfD au Bundestag, etc., enfin, on va voir comment ils se débrouillent. Mais c'est beaucoup plus facile de faire le cordon quand vous avez 5% de résultats que quand vous en avez 35. Il y a un moment où ça devient quand même très difficile. Et objectivement, nos institutions n'ont pas été construites pour dire on va exclure un tiers du vote des citoyens. Enfin, c'est pas pour ça qu'elles ont été construites, donc il y a quand même un problème. Et puis la deuxième chose, c'est que ces élections présidentielles, je veux dire, c'est que tous ces blocs sont dirigés par des gens qui s'envisagent candidats aux élections présidentielles de 2027, qui n'ont aucune envie d'être avec le voisin qui est aussi candidat aux élections, enfin candidat putatif aux élections présidentielles. Et du coup, c'est la relation entre ces 2 élections qui rend le truc très très compliqué. Parce que s'il n'y avait pas l'élection présidentielle, a priori ce qui se passerait, c'est que sous la pression populaire et sous la pression des marchés, sous la pression de tous les trucs internationaux, éventuellement, à l'Assemblée, ça forcerait une coalition. Mais en l'occurrence, comme tout le monde sait que dans 3 ans, il y a une élection présidentielle qui va trancher le truc, tout le monde va essayer d'attendre le plus possible pour jusqu'à la fin. La réalité à l'Assemblée aujourd'hui, c'est que personne ne veut gouverner. C'est ça le vrai problème de l'Assemblée. C'est qu'en fait, derrière des pudeurs et des ambitions déclarées sur des plateaux, la France insoumise n'a pas envie de gouverner parce qu'elle veut que Mélenchon soit candidat à l'élection présidentielle. Le Parti socialiste n'a pas envie de gouverner tout de suite parce qu'il n'a pas envie de se faire entacher par la gouvernance ensemble. Ensemble se dit on est divisé par 3, on n'a pas envie de gouverner. Les Modem pareil, etc., etc., etc. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a une vacuité parce que la réalité c'est que les dirigeants politiques pensent tous à 2027. Et du coup, c'est pas le scrutin parlementaire qui est en question, c'est pas la façon dont ils ont été élus, c'est tout simplement le fait qu'en fait, il n'y a pas de volonté associée au fait qu'un tiers de l'Assemblée est exclu de toutes les deals, et du coup, par définition, ça pose un problème mathématique là qui est insoluble, même pour le plus grand constitutionnaliste. Personne va vous pondre un régime en disant bon, on va partir de l'hypothèse qu'un jour il y aura 40% du pays qui sera exclu de. Enfin, c'est impossible de penser comme ça. Donc, je pense que on n'y arrivera jamais. Je pense que la question que moi je trouve un peu bizarre, c'est que la proportionnelle, ça occupe des conversations depuis que je suis arrivé dans la vie politique française, tout le monde parle de proportionnelle, etc. Alors qu'au fond, je pense que c'est un faux sujet. La réalité, c'est que si vous voulez vraiment changer le système politique français,
c'est la question de la présidentielle et du rôle du président qu'il faut se poser, et c'est un changement fondamental de notre République, etc. Du reste, je pense qu'on est dans une équation un peu de salon, parce que la réalité, c'est que je pense que les Français ne veulent pas de ce changement. Donc ça sera très difficile, enfin ça c'est mon hypothèse, mais ça sera très difficile, je pense, politiquement de trouver une majorité pour passer un référendum qui enlève aux Français le droit de choisir le président de la République, parce que pour le coup, ils ont vraiment associé maintenant leur droit à voter un président de la République, etc., qui est un truc comme les Britanniques ont très très bien intégré le choix que le roi, c'est pas eux qui votent pour le roi. Donc je pense que ça sera très difficile à changer de façon pratique, mais théoriquement, la vraie question de science politique qu'il faut se poser, c'est celle-là. Changer le scrutin et dire on va faire une dose de proportionnelle, une proportionnelle à 60%, un mix liste truc, un mix on peut en parler pendant des heures. Est-ce qu'il faut choisir? Il y a 10 000 façons de le penser, mais de penser que ça va changer une seule donnée à la réalité de la chose, je pense que c'est faux. Aujourd'hui, dans ces blocs, la réalité d'ailleurs, c'est que je trouve que moi c'est pour ça que je trouve la comparaison un peu facile, c'est que c'est pas des blocs. C'est-à-dire que le RN c'est un parti avec une dirigeante qui a une ligne qui décide tout, enfin grosso modo. Ensemble, c'est grosso modo des gens qui partagent quand même 90% du programme. Le NFP, c'est une coalition de gens qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Alors, ils se sont mis d'accord sur un programme rapidement, mais si vous les mettez au gouvernement, je vous assure que le premier budget qui passe, ça va être d'une complexité abyssale. Et ils le savent tous entre eux, donc ils n'ont pas particulièrement été entre eux, parce qu'il y a tout à fait que jamais, s'ils se retrouvent à devoir trancher entre le ministre de la Santé qui vient d'une partie de la coalition, le ministre du Budget qui vient de l'autre partie de la coalition, le ministre de l'Agriculture qui vient de la troisième partie de la coalition, ils vont avoir des visions totalement différentes des choses. Et c'est ça qui fait le problème. Par contre, là où je ne rejoins pas votre hypothèse, c'est que moi, je ne pense pas que cette situation, elle est immuable. C'est-à-dire que la réalité, c'est que je pense qu'il y aura un moment, alors c'est l'élection, je ne sais pas, dans 1 an, dans 3 ans, 4 ans, où l'Assemblée, elle ne ressemblera pas à ça. Je ne dis pas du tout que c'est une bonne chose. Il risquerait d'avoir une majorité qu'on n'aime pas du tout. Mais la réalité, c'est que le système, il ne sacralise pas cette division à 4. Et au contraire, vu les conséquences et les résultats au regard des Français de ce que cette majorité, de cette Assemblée divisée par 4 fait, moi, j'aurais fort à parier que, à mon avis, si vous faites laisser courir le temps, les Français vont trouver une solution par eux-mêmes. Donc, je ne suis pas sûr qu'on a besoin de changer et de rafistoler le système pour foutre un nouveau scrutin, pour se dire on va résoudre un problème qui va se résoudre par elle-même. Donc, je ferai très attention à l'idée de surestimer ce que le changement d'un scrutin fait. La réalité, c'est qu'en France, l'élection maire, c'est l'élection présidentielle. On est pour, on est contre, mais c'est la réalité aujourd'hui. L'ambition suprême de nos responsables politiques, la majorité d'entre eux, c'est d'être président de la République, c'est vers ça qu'ils se profitent, c'est comme ça qu'ils organisent leur stratégie aux élections législatives, c'est vers ça qu'ils se projettent, indépendamment des partis et des préférences de chacun. Et tant que vous avez ça, vous avez des blocages qui découlent de cette logique-là. Logique qui est consacrée par les Français, parce que les Français, pour l'instant, sont très attachés à cette institution, en tout cas semblent l'être. Après, à des chats, à risque d'avoir tort. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que je pense que nous arrivons au bout de notre temps. Ah, je vois encore une question. Alors, une toute dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, analyses et explications. J'ai une question qui va être courte, mais j'aimerais bien rebondir et revenir sur le sujet de l'homme politique impuissant, qui m'a beaucoup intéressée, notamment sur l'accélération des attentes dans les preuves de l'homme politique en place, et sur la question du couloir de nage. J'aimerais bien creuser un peu plus peut-être, et comprendre quel est votre avis sur les causes de ces différents changements, et voilà, comment et pourquoi ça a évolué dernièrement. Et voilà. Est-ce que vous voulez répondre? Non, je n'ai pas très bien compris. Les causes de l'impuissance des mais ils ne sont pas impuissants. Il y a énormément de changements qui arrivent tout le temps. C'est continuel. C'est pas que France est bloquée. France, par exemple, vous avez créé 8 RER à Paris. On a un seul Elizabeth Line à Londres. Donc on veut que la France gère le métro londonien. Vous n'arrivez pas à gagner beaucoup dans le mondial, donc il faut avoir un entraîneur britannique. Donc, il faut... toujours, j'entends la discussion, il y a des petits changements qui sont positifs. Oui, vous êtes bloqué. Là, le problème pour moi, c'est maintenant, M. Macron a fait d'énormes erreurs, je pense, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, pour montrer que la France n'est pas, grâce à les élections européennes, sur une ligne RN. Mais ma foi, il doit être le seul homme politique
en Europe qui prend au sérieux les résultats des élections européennes. Mais en effet, ce n'est pas un homme politique. Et ça, un partage avec Starmer. Comme je vous ai dit, son première élection, c'est d'être président. Les autres politiciens font la politique normalement assez rapidement après les années universitaires. Quand le président Kennedy a été élu, son vice-président Lyndon Johnson, qui est un vieux routier de la politique de Texas, et si je pense que faire la politique en France, c'est difficile, tâchez Texas. Et il regardait le conseil des ministres de Kennedy, il y a McNamara qui dirige Ford, il y a un autre président de Harvard, il y a un grand banquier de Los Angeles, et il a dit, tu sais, je regarde ça, si un parmi eux a été élu quelque part. Et là, cherchant d'être élu est très très important. Starmer est sans expérience vraiment électorale. Macron sans expérience électorale. Frédéric Merz, c'est pas mon couleur politique, mais il a commencé dans la jeunesse allemande de CDU, des démocrates chrétiens, dans les années 20. Il a fait des années au Parlement européen. Il a fait 30 ans au Bundestag. J'espère, s'il arrive, je suis fidèle à ma famille politique, j'espère que Scholz peut regagner, mais je ne pense pas que c'est très possible. Je pense que cette expérience de Merz sera très utile à l'Allemagne et aussi à l'Europe. Donc peut-être c'est ça. Les Romains avaient l'idée de... Mon prononciation en latin est très mauvaise, mais en anglais on dit cursus ou cursus honorum, c'est-à-dire le course d'honneur pour arriver à la magistrature. Là, ici, on saute, jusqu'à c'est le problème avec Macron, c'est toujours le problème avec Macron. Et je peux parler de M. Macron, je l'aimais, je l'ai rencontré grâce à mon ami André Gattolin l'autre jour à l'Élysée. Il était très charmant sur l'Angleterre, sur moi. Je pense qu'on va filer calmement une petite légende honorifique pour Britannique. Mais honnêtement, Macron n'a jamais fait la politique, Starmer a à peine fait la politique. Trump, par contre, a fait la politique toute sa vie. C'est un communicateur, il a fait des campagnes hors pair. Il ne faut pas sous-estimer Trump, l'homme politique, qui peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas exactement. Donc je refuse ce désespoir ici au Sciences Po. Vous êtes des pessimistes professionnels au Sciences Po. On va rester... Je peux juste ajouter quelque chose, parce que je pense que la question était un peu dialogue, c'est moi qui n'avais pas le couloir de nage. Je peux juste apporter une bonne réponse. Je vais être très bref, et c'est pour le coup, c'est une vaste réponse, donc je vais être très bref, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs sujets structurants. La première chose, c'est la mondialisation, et je pense que les thèmes auxquels les politiques seront affrontés sont quand même des thèmes maintenant où l'équation politique nationale ne suffit pas à apporter des réponses. Immigration, changement climatique, etc. La réalité, c'est que si vous n'arrivez pas à avoir des leviers hors de vos frontières, vous n'arrivez pas à beaucoup de résultats. Donc ça s'est complexifié avec le temps qui a avancé. La deuxième chose, c'est une déstructuration totale du paysage médiatique, avec un paysage médiatique qui ne ressemble absolument pas à celui d'il y a 20 ans, et du coup un temps politique qui a totalement changé. Associé à ça, une attente des concitoyens de changement immédiat qui n'est juste pas dans le temps politique, et qui est juste impossible à faire fonctionner dans le temps politique, et particulièrement en France, une dernière chose que j'ajouterais, qui est à mon avis pour le coup un sujet de réflexion majeur sur lequel on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est une confusion sur la responsabilité et à qui incombe la responsabilité. Ça, c'est tout le sujet de la décentralisation. Aujourd'hui, la réalité, c'est moi, j'ai fait campagne plusieurs fois, les gens ne savent pas qui fait quoi. Entre la région, le département, la commune, l'État, l'ARS, etc., les gens sont paumés dans qui fait quoi. Et ça, je veux dire, je ne vous apporte pas une réponse, hein, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, en France, on ne sait pas mettre qui est responsable, qui a les moyens et qui a la politique publique en son sein. On ne sait pas le mettre. Et du coup, il y a une concentration de tout sur le président de la République. Moi, je prends un taxi à Paris et il me dit la limitation de vitesse, c'est de la faute du président de la République, je vais à Montpellier. Enfin, mais
tout se concentre sur le président de la République, même l'incident le plus mineur, et quel que soit le président de la République d'ailleurs. Je veux dire, François Hollande était responsable du mauvais temps. Donc on est dans un système qui est tellement pyramidal et qui en plus est associé à un dysfonctionnement intra-fonction publique, avec une fonction publique très conséquente, hein, enfin un domaine public très conséquent, hein, ça prend la moitié du PIB, etc., que en fait, il y a une perte de savoir qui est responsable de quoi. Et ça, quand on parlait des pays nordiques, quand vous allez dans les pays nordiques, ils savent que la santé, c'est la région ou la commune, etc. Ils savent que... etc. Nous, la réalité, c'est que la majorité des citoyens, y compris ceux qui travaillent en politique, souvent, ils ont besoin de rechercher pendant assez longtemps pour être absolument sûr d'avoir la bonne réponse. Bon, merci beaucoup. Donc, on va essayer de... Nous allons nous quitter sur la note, on va dire, plus optimiste que nous recommande Denis McShane. Vraiment, merci beaucoup Alexandre Holroyd et Denis McShane et bien sûr Damien Boll pour cet échange passionnant. Je vous rappelle juste que notre prochain lundi du CEVIPOF aura lieu le 10 février. Voilà, donc d'ici là, passez de bonnes fêtes et j'espère vous retrouver nombreux le 10 février.